Allô, assalamu alaikum, bonsoir tout le monde. Je m'excuse, il y a eu des problèmes techniques. Je suis à peu près 1 heure de retard. Donc j'ai 1 heure de retard sur mon programme. Je ne sais pas si je peux y aller. Je vais essayer. Donc ce soir, c'est pour parler hein, des Afars, leur histoire, donc l'ancêtre global. Donc, comme je vous ai dit, j'ai eu quelques problèmes techniques. Je vais essayer du mieux que je puisse. Donc, je vais utiliser, bon, je vais avoir trois approches. La première approche, c'est l'ADN, bien sûr, l'anthropologie, Lucia Faranzis, partir de là, et bien sûr à l'Homo sapiens, et donc l'histoire des affaires, l'histoire cacher des affaires par des puissances étrangères, bien sûr, on connaît parce que si on veut dominer les gens ou le monde, il faut bien qu'on falsifie l'histoire. Et c'est cette histoire cachée que je voudrais dévoiler aujourd'hui à tout le monde. Bon, je l'ai fait la dernière fois en Afar, donc je vais le faire aujourd'hui en français et j'espère le faire bientôt en anglais. Donc, ce soir, je vais vous montrer, comment dirais-je, un documentaire qui a été fait ici en Grande-Bretagne par un acteur comédien qui a retracé son histoire. Il voulait savoir, suis-je, bon, c'est un British, c'est un Britannique, donc il voulait savoir à quel groupe britannique il appartenait ethniquement. Donc il voulait savoir ça, est-ce qu'il était celte, celtique, comme on dit en anglais, est-ce qu'il était un anglo-saxon, est-ce qu'il était un viking. Voilà, donc c'était ça le point de départ. Bon, bien sûr, il a eu la réponse à cela, mais bien au-delà, il a eu la réponse exactement. Bon, bien sûr, comme on connaît maintenant, c'est plus un secret, l'origine des êtres humains, bon, les Homo sapiens, comme on le nomme scientifiquement de nos jours. On pour origine l'Afrique. L'Afrique, donc, bien sûr, ce gentleman s'appelle Eddie Izzet. Donc, bien sûr, donc, le trajet, c'est du côté de sa mère et du côté de son père. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur du côté de sa mère parce que, bon, ça, en tant qu'Afar, parce que ça retrace l'histoire des Afars à travers bon, la lignée de sa mère. Donc voilà, brièvement, si je vous dis qui est l'Afar, donc Afar, je vais probablement le développer comme je poursuis cela. Donc l'Afar, c'est l'ancêtre global. C'est l'ancêtre global parce que maintenant, aujourd'hui, si on voit pratiquement toutes les grandes civilisations, bon, on retrace, ça revient à la phare, au niveau de l'ADN, d'histoire, que ce soit bon, scientifiquement, bien sûr, l'ADN, que ce soit l'anthropologie et que ce soit la religion, bien sûr, les scriptures. Par les affaires, il n'y a pas une scripture qui ne retrace pas ou qui ne parle pas des affaires. Bien sûr, ça a été caché, ça a été falsifié, donc je vais parler de cela. Mais bien sûr, je vais utiliser quelques documents ici. Bon, bien sûr, le documentaire d'abord, qui va tracer le trajet, bien sûr, à travers l'ADN d'Elisa. Donc, j'ai fait le coupage. Ça a été fait, je crois, en 2011 ou 2012 par la BBC. Bon, avec bien sûr le concours d'Eddie Izzard, je crois qu'il a financé lui-même ses projets. Donc voilà, c'est très important parce que on sait aussi, bon, bien sûr, c'est le berceau de l'humanité, la phare, le triangle, la phare, c'est le berceau de l'humanité. Vous avez entendu parler de lui ici à Faranzis, 3 millions 200 000 ans. D'ailleurs, bien sûr, il y a d'autres il y a d'autres qui sont aujourd'hui aussi des hominoïdes qui ont été trouvés sur cette partie de la région.
bien sûr, je vais retracer ça en parallèle avec la religion, bien sûr les sculptures, parce que c'est très important que les Afars ont accompagné les sculptures, que ce soit du temps de Noé, alayhi salam, le prophète Noé, hein, jusqu'à de nos jours. Bien sûr, je vais retracer rapidement aussi, je vais placer les affaires à travers la religion aussi. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà, la première chose que je vais faire ici, j'espère que ça va marcher. Bien sûr, je vais partager avec vous. Vous allez voir quelques vidéos, la vidéo, le documentaire, et donc je vais commenter, et donc je vais essayer de naviguer à travers, bien sûr, son périple. Eddie Izzard, actor, comedian, Morning! This is Stephen, going hunting! transvestite, and marathon runner extraordinaire, is about to embark on a remarkable journey, using his own DNA as the roadmap. I've always been fascinated by genetics and the fact that it can bring my history right here. It's like magic. Locked within each of us is a genetic history book. It reveals not only our deep ancestry, but also the journey of mankind across the globe. This is it. The birthplace of the Exodus. The first Exodus. Recent breakthroughs in genetics will allow Eddie to use his own DNA to unlock the secrets of where he and we came from. Instead of going back to the last couple of hundred years, we're going to go back to the last couple of 100,000 years. This is the epic story of humanity's journey from our shared origins in Africa 10,000 generations ago, all the way to Eddie Izzard. This is the first time in Britain that an individual has looked at their own DNA and used that to retrace their ancestral journey. My ancestors came across here. And finally, he'll bridge the gap between his genetic and family history. I believe we are related to each other. Oh, it's Eddie Izzard. Fancy that. Eddie Izzard is about to become the first person in Britain to use his own DNA to retrace his ancestors' journey across thousands of miles and 200,000 years, from the very first modern human in Africa to Eddie. He's beginning by donating some saliva to science. God, I think I've done it. One spit. It seems like an unpromising start to an exploration of deep ancestry. Science in action. This is Blue Peter. But Eddie's spit contains DNA. DNA is found within our cells. It's the instruction manual that helps build and run our bodies. Scientists have also found another remarkable use for it. Locked within our DNA is a genetic route map that reveals how our ancestors migrated out of Africa and went on to populate the rest of the world. It's the tool Eddie will use to help him retrace the human journey. Whilst Eddie waits for the initial DNA results, he's going back to his childhood home to visit his dad, John. He's the inspiration for Eddie's quest. Crazy dogs. Hello. Hi. How you doing? Hi. Nice to see you. He's 83 now. I kind of thought one can't live forever, but it's like... Eddie Izzard, actor, comedian, Morning! This is Stephen, going hunting! transvestite, and marathon runner extraordinaire, is about to embark on a remarkable journey,
using his own DNA as the roadmap. I've always been fascinated by genetics and the fact that it can bring my history right here. It's like magic. Locked within each of us is a genetic history book. It reveals not only our deep ancestry, but also the journey of mankind across the globe. This is it. The birthplace of the Exodus. The first Exodus. Recent breakthroughs in genetics will allow Eddie to use his own DNA to unlock the secrets of where he and we came from. Instead of going back to the last couple of hundred years, we're going to go back to the last couple of 100,000 years. This is the epic story of humanity's journey from our shared origins in Africa 10,000 generations ago, all the way to Eddie Izzard. This is the first time in Britain that an individual has looked at their own DNA and used that to retrace their ancestral journey. My ancestors came across here. And finally, he'll bridge the gap between his genetic and family history. I believe we are related to each other. Oh, it's Eddie Izzard. Fancy that. Eddie Izzard is about to become the first person in Britain to use his own DNA to retrace his ancestors' journey across thousands of miles and 200,000 years, from the very first modern human in Africa to Eddie. He's beginning by donating some saliva to science. God, I think I've done it. One spit. It seems like an unpromising start to an exploration of deep ancestry. Science in action. This is Blue Peter. But Eddie's spit contains DNA. DNA is found within our cells. It's the instruction manual that helps build and run our bodies. Scientists have also found another remarkable use for it. Locked within our DNA is a genetic route map that reveals how our ancestors migrated out of Africa and went on to populate the rest of the world. It's the tool Eddie will use to help him retrace the human journey. Oui, comme je disais, voilà, ça c'est la première partie, bien sûr l'introduction, qui vous dit que bon, en quoi ça consiste, c'est bon, comment dirais-je, cette épopée de Monsieur Izzard. Bien sûr, il fait un test d'ADN, il veut savoir s'il est celte ou anglo-saxon ou comment dirais-je, Viking, you know? Donc c'est ça au début. Donc bien sûr, il aura la réponse à ça et bien d'autres. Pour dire que bon, il faut savoir que bon, bien sûr, l'Afar c'est le berceau de l'humanité, celui-ci, et bon, c'est là, d'après les connaissances d'aujourd'hui, c'est là où tout a commencé. Donc, il passe par là, donc c'est de là où il y a eu le premier exode de l'humanité ou de l'Homo sapiens de l'Afrique vers l'extérieur de l'Afrique, bien sûr, à travers le Bab el-Mandeb et tout ça. Donc, il vient en Afrique et il voyage à travers son DNA. Donc, quand il vient en Afrique, bon, bien sûr, il faut savoir que bon, il y a trois lignées de Homo sapiens, L1, L2, L3. Donc, bon, bien sûr, tous viennent du L, le lignage L. Donc, il y a L1, bien sûr, bon, on pense que L1, ce sont les San People de l'Afrique australe, les L2, ce sont les Pygmées, les L3, ce sont les Afars. Donc, les Afars sont les premiers à avoir quitté l'Afrique. Pour quitter l'Afrique, quand ils ont traversé le Bab el-Mandeb, c'est là qu'ils ont bien sûr eu d'autres descendances. Bon, il y a eu deux types.
il y a le N group, bon, et il y a le M group qui est parti vers l'Asie, vers l'Australie et tout ça. Le N group qui ont, bon, bien sûr, comment dire, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient, tout ça, et jusqu'à l'Europe. Donc, il parle de ça. Donc, la deuxième partie, bon, donc maintenant, il va vous dire comment s'est déroulé d'après les DNA. Bon, bien sûr, tout a été aujourd'hui, il y a des bases de données de différents peuplades du monde aujourd'hui. Donc, il y a des données scientifiques. Donc, ça, la deuxième partie va vous parler de ça rapidement. Eddie Izzard, actor, comedian, Morning! This is Stephen. Great hunting! transvestite, and marathon runner extraordinaire, is about to embark on a remarkable journey, using his own DNA as the roadmap. I've always been fascinated by genetics and the fact that it can bring my history right here. It's like magic. Locked within each of us, scientists have DNA tested traditional communities, and with the results have created a map to show how humans migrated across the world. Dr. Jim Wilson is now using this information to discover where Eddie's maternal line traveled. Eddie's next key marker gave birth to the L3 branch. And this is seen today particularly in East Africa along the shores of the Red Sea. About 40% or more of the people there today share this marker with Eddie. So it seems like his ancestors must have moved through this region at some point in the past. But what's really interesting is the next marker after that, which produced the N branch. This is not really seen in Africa today. It actually arose in Arabia. So we think this points to the place where modern humans first left Africa at some point before 60,000 years ago. Eddie's traveling 5,000 kilometers across the continent to the small country of Djibouti. He wants to reach the place where modern humans probably first left Africa, a narrowing of the Red Sea, known as the Bab el-Mandeb Strait. Many of the inhabitants of this coastline share the genetic marker that suggests our ancestors passed through here. There's evidence these early modern humans were, for the first time, exploiting the marine environment. Deposits of shellfish from an archaeological site show they were harvesting the fruits of the sea. After 2 hours, Eddie emerges from the sandstorm at his destination, the Bab el-Mandeb Strait. He's just 35 kilometers from the Arabian country of Yemen, where it's thought modern humans first stepped outside Africa. Bizarrely, the Yemen is also where Eddie himself was born. Today, on the African side of the Bab el-Mandeb Strait, fishing is still as important as it was to our ancestors. To explore what life might have been like around 60,000 years ago, Eddie is off to help catch some fish, accompanied by his translator, Fatima. They are meeting Nouria Ahmed Suli. She is one of just 3 fisherwomen in the whole of Djibouti. Nouria, who is from Djibouti, an Afar woman, which is very close to the Yemeni people. Yemen is just over there. And she's the captain. You can see it in her face that she's a can-do woman. So how long has she been a fisherwoman? 20 years. 20 years. And what was she doing before? I have faced so many problems. I became a fisherwoman. Oh, right. I married, and I was happy with my family, with my children at my home. The war happened in Obok, as a civil war. So civil war happened, and after that she became a fisherwoman? Yes. Where does she sell the fish that she catches?
Only in Yemen? Here, they pay 250. There, they pay 1,000 francs. Okay, so 4 times as much for the fish. Yes. And when she goes to Yemen, does she go over Bab el Mandeb? That is the route you take? She goes in this boat, she goes to Yemen. Yes. Does she speak Arabic? I speak Arabic well. I speak Somali also. All I can say is, Ismi Eddie, walitu fi Aden fi el Yemen. Just Ismi Eddie, walitu fi Aden. Comme ça va? How many fish do you think here? It's more than 100. More than 100 fish. You've got to get the fish out of the nets, which is really tricky, and not break the nets. I got one. Where do we throw it? Every day, Noria follows the same route our ancestors probably took when they left Africa. The Bab el Mandeb is still a highway to Arabia. Bon voyage! Salamata! No one knows for sure why modern humans left Africa, but our innate curiosity and environmental change may have been two important factors. It's thought global cooling and ice age meant sea levels were lower at this time. Perhaps the shorter distance made the crossing more attractive. Some scientists believe only a handful of people made the initial crossing. Remarkably, it's thought that only 2 women gave birth to the rest of humanity outside Africa. One maternal line reached Australia, but Eddie's took a different route and headed towards Europe. That's the journey that humanity took 60 to 70,000 years ago. Maybe as few as 200 people, maybe only 2 women. My mother's line, which is not only my line, it's everyone's line who became European. So we all have problems whether we're British or whether we're European, or British European, as I consider myself. But in fact, we're all coming from one mother who came across here and gave birth to nearly everyone in Europe. Political unrest has prevented Eddie from making the crossing to the Yemen. Frustratingly, he can't follow directly in the footsteps of modern humans as they ventured outside Africa, or visit his own birthplace. My dad and my mum met there, so it's very important to us. Mum working as a nurse for BP oil refining, dad as an accountant, and so it means a lot. My brother was born there, I was born there. My mum died 6 years later, so, and we have these cinefilm memories of mum and dad there. It's in here, and bizarrely just happens to be the place where the exodus of humanity went through. This is it, the birthplace of the exodus, the first exodus. It's time for Eddie to leave his and our shared African roots behind. This is now the story of those of us who spread out across the rest of the world. Jim. Oui, bon, donc Eddie nous dit que, bon, à travers son l'ADN, il nous dit que l'Afar, c'est le premier à avoir quitté l'Afrique et à peupler le reste de la planète. 9 sur 10 sont des descendants des Afars. Je rappellerai plus tard, bien sûr, les liens avec la civilisation des pharaons et tout ça rapidement. Mais maintenant, on va aller vers la traversée en dehors de l'Afrique. Donc, il y a eu 3 vagues migratoires. Bon, bien sûr, de l'Afar, une fois qu'il a traversé les Bab el Mandeb. Donc, il y a eu une vague migratoire vers l'Australie et tout ça, bien probablement vers l'Océanie et les Amériques. Donc, il y a, bon, ça c'est le M-type, parce que l'Afar a donné naissance à 2. Le M-type, le lignage halogroupe M et halogroupe N. Halogroupe N, donc, bon, comment dirais-je, bon, a fait deux vagues migratoires, un le long de la Méditerranée, un vers le nord de l'Europe. Bien sûr, les descendants directs
Eddie Izzard vont aller vers le nord, mais ses cousins, la même famille toujours des descendants d'Afar, vont aller le long de la Méditerranée, la Grèce, comment dirais-je, bon, bien sûr, comment dirais-je, le Liban, la Syrie d'aujourd'hui et tout ça. Donc, je vais rapidement rappeler que bon, les Phéniciens, qui étaient des grands marins, rappelons que les Afars, bon, c'était sont toujours des grands marins et par l'histoire, c'est connu d'ailleurs, ils les mentionnent, comment dirais-je, comment ils utilisaient la mer, bien sûr, les produits de la mer, pour pouvoir traverser d'abord du Bab el-Mandeb jusqu'au Yémen. Donc il fallait avoir cette connaissance-là. Donc les Afars vont longer aussi le long de la Méditerranée, qui vont créer d'autres civilisations. Je ne vais pas aller comment dirais-je, avant le programme, bien sûr, vous allez le voir et je vais en parler. Donc, Eddie va nous montrer, comment dirais-je, après l'Exodus, bien sûr, comment la vague migratoire va se faire maintenant, parce que comme lui, qui fait partie du N-type, parce que les N-type, rappelons, ce sont les Yéménis, et donc et les autres, les Européens, comment dirais-je, tous ceux qui ont quitté vers comment dirais-je, la Méditerranée. La Méditerranée. Et donc, bien sûr, vers le nord, je vais vous montrer quelques comment dirais-je, documents pour supporter cela. Donc, il va nous montrer maintenant vers la Méditerranée, la vague, bien sûr, vers la Turquie et tout ça. Donc, je vais vous montrer l'autre partie de la suite. Appear to have followed a more northerly route through Central Europe on their migration to Britain. Eddie's next key marker shows that this direct maternal line had, by the time of the has been investigating where Eddie's female ancestors went after this momentous moment in human history. It means jumping forward another 42,000 years. Eddie's next significant marker, which gave birth to the T2 branch, originated about 18,000 years ago. Today, it's most common in populations in the Middle East and Turkey. So it seems that Eddie's ancestors are likely to have moved north, probably following the Fertile Crescent, which runs from the Persian Gulf up to Turkey. And it seems like they were still there for one of the most significant turning points in human history, the birth of agriculture, about 10,500 years ago. Farming meant an abundance of new foods and a more settled lifestyle. In a way, it is the birth of civilization. And it's here that something very interesting happened to Eddie's and many of our ancestors' genes. The next step in the motherland journey is to go to Turkey. And you're going to learn more there about how agriculture took hold. And you're also going to learn where your blue eyes came from. Where my blue eyes came from? That is very interesting. Thank you very much, Dr. Jim. That'd be good to go to Turkey. My parents went on honeymoon to Turkey, to Istanbul. To explore his ancestors' roots in agriculture, Eddie's traveling to Turkey's Black Sea coast. Turkey has some of the earliest archaeological evidence for the domestication of cattle and sheep. This area is still known for dairy farming. Some of the people here share Eddie's marker. Eddie's meeting farmer Fatima Teskan and her family. So where did the milk-drinking Izzards take their blue eyes next? Their adventure in agriculture led to Europe. The most likely place they entered the continent was the Bosphorus Straits, where Asia and Europe are separated by just a narrow stretch of water. 1.5 million people still make this crossing every day. My ancestors came across here, maybe Hawaii Five-0 style,
Maybe with sails. I think sails would be out back then. And it was right here. On the European side of the Bosphorus, Eddie can't resist staying in the hotel where his parents honeymooned. It looks like there were two main migration routes into the continent. One into Central Europe, following the main river valleys, and another hugging the Mediterranean shore of Southern Europe. Eddie's direct lineage headed northwest into the heart of the continent. But before he explores where they went, he's first going to check out what happened to some ancestral cousins who entered Europe along its southern fringes. Over the next 5,000 years, they settled in some very interesting places. Hello? Dr. Jim, where am I off to next? You're going to Pompeii. Pompeii. Pompeii in some way is representative of the next stage where great civilizations are developing, and of course they're all entirely based on agriculture. So we're going there at a time that's before it blew up? Just around about 79 AD, I think. Oh, around 79, oh right, okay. We're going there Tuesday before explosion. Yes, exactly. Right. Pompeii will be exciting. I've been intrigued to see Pompeii for years. I think I'm quite good at imagining what it would be like to be there as a Roman. That will be fascinating. By 79 AD, Pompeii was a flourishing Roman town in southern Italy with a population of 20,000 people. But its residents were unaware that they were sitting on an active volcano. Here, Eddie won't be hanging out with modern-day descendants of his ancestors. He'll be meeting genetic cousins who died nearly 2,000 years ago. His guide is anatomist Professor Maciej Henenberg. Before Eddie meets his long-dead relatives, Maciej wants to show him one of the delights of lost Pompeii. Eddie has come to Pompeii's laboratory to meet some of his relatives. They couldn't give a spit sample, so their ancient DNA was extracted from their teeth. This fellow is your genetic cousin. Sadly, he was born with a congenital problem, so he had this tilted head, which is called torticollis. Torticollis. A nerve to his neck muscles was damaged because somebody helping the baby to be born pulled his head too much. And therefore we both share something with him, because you share his genes, right, and I shared his condition. Oh, really? Because until I was 12, I walked like this. So otherwise he was quite a handsome fellow, as most people sharing your genes are. So. This is what I heard. Yes. Eddie's genetic cousin died in 79 AD, when a volcanic eruption overwhelmed Pompeii. I mean, logically, people were leaving. Why did this family stay? I think we discovered why. And here's the answer. All right, and she's also your cousin, a young woman, about 17 years of age. She was 17? She was 17 at the moment of her death, and she carried a baby in her belly, and the baby was just about to be born. It was the last month of pregnancy. So the family says, we have to stay with you. And she was huddled in a corner of the room, protecting her baby, holding a bunch of coins to her breast, wearing heavy jewelry that stained her bones, the shoulder blades, the forearm bones, and her head is stained too, so she had some kind of a headdress. Okay, this is all kind of fascinating and tragic at the same time. 13 members of the same extended family died together. Eddie's journey has already covered nearly 200,000 years of human history. The landscape of towns, streets and houses, of civilization, is becoming much more familiar. I feel like I've been taken inside a real Latin Roman life.
and that links to my mother's line. And just touching the walls is really close. Eddie's genetic cousins settled in southern Europe, but his direct ancestors appear to have followed a more northerly route through Central Europe on their migration to Britain. Ouais, donc voilà, c'est que dit la science ou l'ADN, le résultat de l'ADN nous dit que, bon, bien sûr, comme je vous le disais, le flux migratoire, il y a eu vers l'Europe des vagues, une vague qui est le long de la Méditerranée, bien sûr, vers les pays limitrophes de la Syrie, les Liban, tout ça, bien sûr la Turquie, donc vers la Grèce, bien sûr, une civilisation aussi qui a, comment dirais-je, un lien avec les L3 Afar, donc, et bien sûr ici, il parle des Pompées, les Romains, bien sûr, donc ça c'est, il y a une partie, et une partie bien sûr qui est allée vers le nord, les pays germaniques, comment dirais-je, scandinaves et tout ça. Donc, plus de 200 000 ans d'histoire donc, qui démontre la vague migratoire. Tout ça, c'est à travers la lignée, les L3 de sa mère, descendance de sa mère. Donc, une histoire qui démontre la place de Afar. Bien sûr, je vais revenir tout à l'heure sur les liens avec la civilisation pharaonique et tout ça rapidement. Donc, je vous disais tout à l'heure, bien sûr, l'Afar, comment dirais-je, l'ancêtre global, comme je le dis dans le programme. Donc, toutes les grandes civilisations, les civilisations majeures, comment dirais-je, retracent vers l'Afar. Donc ça c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure à travers les sculptures, bien sûr. On va revenir sur cela. Pour l'instant, on reste sur ces éléments scientifiques, anthropologiques aussi, donc restons là-dessus. Donc voilà, bon, le flux, bien sûr, si on suit le trajet direct de notre ami Eddie va bien sûr, sa lignée directe, je veux dire, sa famille va aller vers le nord et ses cousins vont aller vers le sud et tout ça. Donc, on va suivre son parcours. Non, c'est la partie de appear to have followed a more northerly route through Central Europe on their migration to Britain. Eddie's next key marker shows that this direct maternal line had, by the time of the Pompeii eruption, moved into northern Europe. We're getting to a really exciting stage of the genetic journey. As we get closer in space and time to Eddie's family in Britain, we can be more specific about the ancestral journey. This is because the more recent markers are shared by fewer people. Of the 69 markers in Eddie's maternal line DNA, this next one is the 67th. This means that we're looking for living people who share an ancestor with Eddie less than 100 generations ago. We've found another marker that seems to originate much further north. This marker is only about 2,000 years old, and the really interesting thing is that this group seems to be focused in Scandinavia. Your mother's people were Vikings. Oh. What you're going to do now is meet people who are directly related to you in Denmark. Eddie has come to the ancient Viking capital and port of Roskilde. He is meeting Lars London and his sister Anne Persdottir.
Lars recently gave a saliva sample to science. Jim then found him on the database, one of only 10 matches. Okay, well, cheers. Cheers. He and his sister share a direct maternal ancestor with Eddie from around 2,000 years ago. That's less than 70 generations. We share a mother from mother. Yes. Are there similarities between us? Yes. Which would be interesting. Football, I love football, mathematics. I did math up to university level, but then didn't get it. Mathematics, that's last. I also studied math. I took a PhD in applied math and did a postdoc afterwards, 2 years. I ran 43 marathons in 51 days about 3 years ago. So we ran a marathon together. Yeah. I did a total of 13 marathons, but over a time of 15 years. Which is an impressive record, and I apologize for coming with 43 and counting it. That's all right. I think because I have my father's name, Izard is my father's name, half your genetics is your mother's side. So you tend to slightly ignore the mother's side and say, oh, what did the Izards do down the line? Yes, I don't know that much about mum's side. And to find that I have a Viking link going through my mother, that is fascinating. The closest Eddie can get to his mum's Viking roots is to put himself in the place of his newly found ancestors. Straight your arms, lean forward, and you pull. As they prepared to lay waste to a swathe of Britain. Perfect. From 793 AD, the Vikings began to raid Britain. Their secret weapon was the longship. Its shallow keel meant they didn't need harbors. They could row onto the shore. Yeah, anyway, so now I've got to go back to Britain to see where this leads. It would be so interesting to find some sort of link through the mum's side of the family coming in. Jim has been searching the database for matches to Eddie's next significant marker, which will bring him back to the UK. He's compared it to the DNA of 12,000 individuals who have submitted to a full exhaustive test of their motherline DNA. He found 4 matches, and he's arranged for Eddie to meet one of them. The match is so recent and so rare that it has yet to be given a name. You're going to meet 2 sisters, your nearest genetic cousins on your mother's side, and they're in Northamptonshire. You share an ancestor with them at some point in the last 500 to 1,000 years. Oh. So it shows that probably your ancestor came prior to that, which would fit in rather well with the Viking Age. So you're really very close genetically. Hello. Hi, I'm Jackie. Hello, Jackie. My name is Eddie. Hello. What's your name? Hi, I'm Jill. Hi, Jill. Apparently we're related Yes. through genetics and stuff. That's pretty interesting. Jill, can I come into your house? Yes, sure, come in. The sisters share a common maternal ancestor with Eddie, Yes. possibly as few as 20 generations ago. We are ancestral cousins. Yeah, when you think in all these thousands of years, that it's just amazing. Yeah. The point is we're quite close as relatives. I thought we would be Anglo-Saxons, being blonde and blue-eyed. Right. But you didn't think Viking, blonde? No, I never Viking. No, I was excited when they said Viking. Yeah. I was looking into their faces to see if I could see myself. Not essentially, but they seem very young at heart, and game and lively. So I identify with that. It's fascinating to meet people with whom I so recently share ancestry. In the lab, Jim has one final surprise for Eddie. He's been looking for matches to Eddie's most recent marker. It's actually incredible because we found that you had a marker in your DNA no one else I've ever looked at carried. It probably means it happened rather recently. It's unique. Yes. Well, it tries to be special. I don't know, it makes you feel good, but it could just mean that you're an idiot. And none of the people had the change that we saw in your DNA, so it was quite exciting. Wow. We're still working on this, Eddie. We don't know all the answers ourselves. Right. Unique sounds cool. I told you you were unique when I first met you.
I believe that at some stage soon we will find a match to Eddie's unique motherline marker. We'll discover many more markers in his DNA and in our DNA. This is only the beginning of what the science can do. 5 years ago, this groundbreaking journey would not have been possible. We've all got these jellies, but to suddenly have it spelt out like that is amazing. I knew my mum for 6 years, and then she went, and now I know these huge chunks of stuff about mum, going all the way back to Africa, through Turkey, getting all the way up to Denmark, and her lineage probably came in 1,000 years ago. And the Vikings would have landed in the seas of Britain, weather like this, and would have scared the bejesus out of everyone. But maybe my mum was in the second wave. Maybe that we were accountant Vikings coming in and saying, how many swords you got? So, to find out now about my father's line, that would be very interesting to put those two together, because I am interested in what goes together in me of my mother and my father, and to find out where he comes from. Next time, Eddie discovers how the male Izzards battled with the Ice Age and slept with an alien species. You know, oh, sorry, mate. You can't get much more masculine than that. And good news, that's tomorrow night at 9 here on BBC One. And there's more good news from Russell Howard. That's over on BBC Three right now. Ben, voilà, comme je disais, bien sûr, il revient chez lui en Grande-Bretagne. Le voyage, bien sûr, s'arrête pas là. Donc, il y a d'autres possibilités de voir où ça mène, probablement à des personnes beaucoup plus proches, du point de vue époque. Donc, si vous voyez ici, j'ai ici un article qui a été écrit en France, je crois, qui parle des Afars, bien sûr, qui trace, bien sûr, comme étant les ancêtres des Celtes. Ce qui est ironique, quand j'étais à l'école coloniale, on m'a appris que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et pourtant, les Gaulois disaient que leurs ancêtres étaient des Afars. Ça, c'est juste une petite ironie que je voudrais juste mentionner. Donc, voilà, ça, c'est la première partie. Bien sûr, ça, c'est les volets en dehors de l'Afrique. Donc, je vais revenir sur l'aspect des sculptures des Afars. Bien sûr, rappelons pour l'histoire et que les Afars c'est l'ancêtre global, bien sûr, mais c'est aussi le fils du prophète Noah, alayhi salam, qui a donné naissance c'est la lignée des prophètes, bien sûr, étant un enfant direct de Noah. Donc, tous les prophètes d'Ibrahim, jusqu'au prophète Mohammed, sont de la lignée des Sam, Afar, des chaînes Sam, Afar. Si on regarde les scriptures, que ce soit la Bible, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, les Afars sont mentionnés là-dedans. La Bible, clairement, qui dit, et la Torah qui dit Ophir. Ophir, c'est les Afars, temps de Salomon. Bien sûr, on parle de Saba, les Sabiens, c'était des Afars. Bien sûr, on s'est approprié cette histoire-là, comme beaucoup d'autres civilisations se sont appropriées l'histoire des pharaons. Bien sûr, on connaît les films hollywoodiens qui se sont appropriés ça. Bien sûr, c'était une civilisation afar aussi. L'histoire nous dit les traits, la façon de s'habiller,
bien sûr, beaucoup d'autres, comment dirais-je, démontrent cela. Donc Madian, si on connaît Madian, c'est que les Madianites, c'est Shuaib jusqu'au prophète Shuaib. Non, bon, si je vais par la chronologie, Hud, Saleh, Shuaib, si on se réfère à ces trois prophètes qui étaient directement des Afars, bien sûr, Shuaib était sur la rive, comment dirais-je, de la Corne de l'Afrique, et les deux autres étaient sur la rive, comment dirais-je, du Moyen-Orient. Mais c'était les mêmes gens, donc c'était la même civilisation, comme on vous l'a montré à travers l'ADN. Donc, il y a eu les passages de l'Afrique. Hein. Les Afars, bien sûr, ont occupé les globes. Aujourd'hui, si on regarde l'ADN comme Eddie l'a fait, moi-même, j'ai fait un test d'ADN qui me dit que l'ADN des Afars se trouve jusqu'en Chine, au Vietnam et bien au-delà. Donc, si on se réfère à l'histoire, donc bien sûr, quand je dis que Madianites étaient des Afars et Shuaib était des Afars, si on se réfère, bien sûr, il y a une autre théorie qui dit que Shuaib, Hud, Saleh et Shuaib étaient des Arabes. Mais si on se réfère au Coran, par exemple, ou si on se réfère à la Torah et à la Bible, tous les trois placent Shuaib au moins, placent Shuaib sur la rive de la Corne de l'Afrique. Donc voilà, donc l'Abyssinie, comme on la connaissait, il les place là-bas. Donc rappelons que Moussa, prophète Moussa, quand il a échappé la première fois. Bien sûr, il s'est enfui, il s'est réfugié à Madian. Madian qui était bien sûr l'actuelle l'Abyssinie qu'on connaît, donc qui fait partie du triangle Afar. Comment dirais-je, il s'est réfugié là, il a bien sûr épousé la fille de Shuaib, alayhi salam, Jethro, dans la Bible et la Torah. Et donc, c'est là où il s'est réfugié. Et quand il s'est sauvé la première fois, il est venu ici. La deuxième fois aussi, pour faire la traversée de la mer Rouge, ça s'est passé à Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb, d'ailleurs, c'est un mot très, très, très important qui est révélateur par son sens, la porte des larmes, de lamentation du pharaon et son armée qui est engloutie par la mer, bien sûr. C'est ça, la traversée s'est faite chez nous. Et la traversée s'est faite à travers le Yémen. Le premier exodus de l'humanité s'est fait par là. Le deuxième bien sûr, exodus des enfants d'Israël s'est fait à travers le Bab el-Mandeb jusqu'au Yémen, et c'est de là que, bon, bien sûr, d'ailleurs, c'est très révélateur que bon, le Yémen était le pays qui avait le plus de juifs jusqu'à la création de l'État d'Israël. Donc, c'est là où il y avait le plus. Pourtant, beaucoup des enfants d'Israël sont restés au Yémen. Ils n'ont pas suivi, ils ne sont pas allés jusqu'à Jérusalem ou en Palestine. Donc ça c'est très un révélateur aussi de ce côté-là. Donc la traversée c'est là. D'ailleurs, comment on connaît? Bon, bien sûr, la France en 1829, quand ils ont, en 1829, champion Lyon les Jeunes a traduit a déchiffré les hiéroglyphes, il a eu toute l'histoire, bien sûr, des Afars, bien sûr, l'importance des Afars dans l'histoire, probablement la préhistoire, parce que les pharaons voyaient les Afars
comme les pays des ancêtres et les pays des dieux. Donc, ça, c'est très révélateur parce que la plus grande civilisation de tout le temps, c'est bien sûr la civilisation pharaonique. Donc, comme on le sait, bien sûr, comment dirais-je, qui a inventé toutes les arts, les maths, la science, bien sûr, pratiquement tout ce qu'aujourd'hui l'humanité a comme savoir émane de cette civilisation-là qui est directement connectée à nous. Ça, c'est pas non plus une religion, si on voit tous les traits possibles. Aujourd'hui, c'est bien sûr, moi j'inviterais les Égyptiens ou les Afars eux-mêmes de se pencher sur cette histoire-là. Peut-être des historiens qui, qui ont probablement possibilité de se spécialiser sur cet aspect-là, parce que l'histoire ne peut être mieux euh, enseignée que par soi-même. Donc la meilleure façon, parce que pratiquement toute notre histoire en tant qu'Afar, on s'est approprié. Donc aujourd'hui, depuis la colonisation jusqu'à nos jours, l'objectif est d'effacer de notre histoire, donc à faire en sorte qu'on n'existe pas en tant qu'entité politique, économique, tout ça, en tant que nation. Donc, bien sûr, si ça arrive à la surface, ça fera de l'ombre à beaucoup de gens qui sont appropriés notre histoire. Donc, si je vous démontre ici, si on regarde, quand je disais qu'au niveau des sculptures, si ce sont directement, comment dirais-je, le Coran, il y a Sajda al-Qasas, donc directement, bien sûr. Dieu, Allah, dit lui-même qui prouve que ici, que les Médianites au Shu'aib, hein, qu'Allah lui-même n'a pas envoyé des prophètes aux Arabes avant le prophète Mohammed. Si vous lisez bien en français, bien sûr, c'est la traduction de l'arabe, du Coran ici. Diront-ils, Mohammed l'a inventé, c'est si au contraire la vérité venant de ton Seigneur, pour que tu avertisses un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se guide. Donc ça c'est l'espèce. Donc ici, donc l'autre ici. Donc voilà, ils disent aussi la même chose pour avertir avec qu'ils se souviennent. Donc voilà, donc la même chose ici, qui disent que bon, je n'ai pas envoyé un autre prophète pour avertir, ça veut dire en tant que prophète, les gens de son époque, son peuple, comme ça le dit clairement. Donc ça, ce sont quelque chose qu'on ne peut pas nier ou qu'on ne peut pas disputer vraiment, parce que le Créateur lui-même nous rappelle qu'il n'avait pas envoyé. La Bible le dit aussi, et la Torah disent que Shu'aib, Jéthro, dans la Bible, et la Torah était un Madianite et qui c'est bon, il vivait en Abyssinie. Donc voilà, donc rappelons que Moïse salam avait épousé la fille de Shu'aib, qui avait épousé la fille de Shu'aib, et que bien sûr Shu'aib est un contemporain de Moïse. Donc voilà, donc là deux fois de suite, Moïse est venu se réfugier ou passer par le pays le triangle Afar pour passer, comment dirais-je,
Euh, voilà, donc ça c'est une chose. Autre chose aussi que je voudrais rappeler, rappelons, je ne sais pas si par exemple un sociologue, un historien, les Marco Polo arabes aux musulmans de l'époque, un Indonésien, bien sûr, mais qui était un berbère lui-même, Ibn Khaldun, rappelons-le, il avait dit lui-même que, comment dirais-je, les Afars étaient les ancêtres des... Parce que rappelons qu'il a voyagé, c'était comme Marco Polo, il disait que les Afars, c'était les ancêtres des Amazirs et des comment dirais-je, si je vous démontre ça, je crois que j'ai un article ici, je ne sais pas si vous arrivez à les lire. Donc, rappelons que le nom des Afars vient, l'Afrique d'ailleurs, le nom Afrique vient des Afars, parce que c'était la première nation euh, au monde, probablement, parce que c'est Afrique, le nom du continent africain vient des Afars. Afarique, je ne sais pas si vous arrivez à lire cet article qui est écrit en français, pas par moi, mais par un frère Amazigh, berbère tunisien, qui d'ailleurs retrace l'histoire, qui lie les Afars aux Grecs, bien sûr aux Magyars, des grandes civilisations. Parce que rappelons qui sont les Magyars, tout ça, ce sont les Goths, tout ça, donc grandes civilisations qui ont construit des grandes cathédrales. Bien sûr, il y a les Grecs aussi. Ben, rappelons, comme je vous disais, bon, ils parlent des Afars à Oman et tout ça, dans le pays limitrophes, Hadramaut. Hein, d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a des noms Afar, certains groupes au Moyen-Orient qui ont des noms, qui ont le nom Afar, donc qui descendent, bien sûr, qui revendiquent cette lignée-là. Donc, voilà, donc, ce qui fait que si on continue l'histoire des Afars. Donc, bien sûr, je vous disais, les Phéniciens, rappelons que les Afars, c'était des grands marins, les Phéniciens, que ce soit bien sûr les Vikings, comme vous l'avez vu, qui étaient des grands marins. Donc, cette histoire de découvreurs, des Afars est bien connu. Donc, ils ont pratiquement occupé tous les globes aujourd'hui. Si je reviens un petit peu vers les pharaons et tout ça, donc les pharaons eux-mêmes disaient que c'était la terre des dieux et des ancêtres. Donc, c'est une chose qui... D'ailleurs, rappelons que quand la France a occupé pendant 8 années, je crois, euh, l'Égypte, et qu'ils ont déchiffré les hiéroglyphes grâce à Champollion le Jeune, ils savaient exactement l'histoire de Moïse et l'histoire que la terre des Afars était une terre bénie. Parce que rappelons, c'est là où Dieu, Allah a donné les 9 ayats, hein, les 9 signes à Moïse. Et c'est là où lui a reconnu, bon, il a été investi comme étant prophète dans le pays des Madian, parce que c'est une terre sacrée, c'est la terre de Noah. C'est là où on lui a donné les 9 ayats, où il est parti confronter les pharaons, bien sûr. On connaît la suite. Et c'est après, pour revenir, il est revenu encore vers le pays, le triangle Afar, Madian, Abyssinie. Voilà, c'est là où il est revenu, et avec les enfants d'Israël, et c'est là la traversée s'est faite à Bab el-Mandeb.
Ça, c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc, quand une fois que la traversée s'est faite, elle s'est faite par là. La raison pourquoi la traversée ne s'est pas faite la première fois quand il a fui la vengeance du Pharaon, et la deuxième fois quand il a fait l'exodus avec les enfants d'Israël, il ne pouvait pas aller vers le nord, parce que le nord était gardé, c'est le même système que le système qu'il y a par exemple en Europe entre le pays de Schengen et le non-pays Schengen. Là, les frontières étaient hermétiques, parce que personne, rappelons que Moïse, Moussa n'était pas n'importe qui, c'était un prince d'Égypte, connu par tout le monde. Donc, s'il était cherché, c'est là qu'ils allaient, qu'ils allaient le chercher, pas vers le sud, parce qu'ils savent que le sud, ce sont des pays amis, donc il fait partie, qui est toujours sous l'influence des pharaons. Donc, c'est là que c'était plus facile pour Moïse s'échapper vers le sud, à travers le Soudan, bien sûr, l'actuelle Érythrée, et venir l'Abyssinie qu'on connaît. Non, c'est donc, sa fuite s'est faite vers ici la première fois, la deuxième fois aussi. Parce que rappelons, ça, il y a probablement une raison divine pourquoi ça s'est fait ça, parce qu'étant la terre des pharaons, la terre de Noé, rappelons aussi que les Sahaba, les premiers, le premier exode des Sahaba s'est fait vers aussi, vers le pays Afar. C'est là que ça s'est fait. Donc, appelons cela aussi. Donc, vers Madian, c'est aussi, c'est là, c'est vers là. Donc, il y a probablement un signe là-dessus. Donc, c'est pour cela il faut que cette histoire-là soit, comment dirais-je, partagée avec tout le monde. Cette histoire-là doit être partagée avec tout le monde et que les gens sachent à quel point cette histoire riche des Afars soit, comment dirais-je, mise à jour. On espère que, bon, probablement avec le temps, avec, comment dirais-je, la persévérance, cette histoire cachée se fera à jour et ne sera plus, on l'espère, quelque chose qui va être caché. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si je me fie aux choses que je disais tout à l'heure, ouais. Ouais, donc voilà, je pense que je suis arrivé vers la fin de mon programme. Donc voilà. Ici, c'est un article qui parle, je pense que c'est en France, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ouais, ça parle de lutin Afar dans le Vivarais, l'Ardèche, en France. Voilà, ouais, donc, comment dirais-je, les Celtes qui disent que les Afars étaient leurs ancêtres. Voilà, donc je pense que ça va conclure notre programme. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Merci, au revoir.